Bonjour, bien voilà, pour parler de ces chaussées Brunehaut, le premier épisode de la série, il va se dérouler, je vais vous le raconter, à partir de la Turquie. Voilà, je me trouve ce qu'on a Atlos, qui est une ancienne ville, c'est une ville ici. Les ruines qui sont autour de moi, elles datent de 4000 ans. C'est ici que la civilisation occidentale est née, c'est ici que notre civilisation est née, et c'est ici également, d'une certaine manière, que sont nées les chaussées Brunehaut. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, ça paraît un peu lointain de parler des chaussées Brunehaut quand on se trouve en Turquie. Mais figurez-vous que les gens qui ont construit les chaussées Brunehaut, alors selon des textes du XIIe siècle, c'est écrit. Et qu'est-ce que disaient ces textes? Ils disaient des choses assez simples. Notamment que tout avait commencé avec la guerre de Troie. Alors tout le monde se souvient de ce que c'est que la guerre de Troie. Qu'est-ce qu'est la guerre de Troie? La guerre de Troie, c'est une malheureuse histoire, j'allais dire de cocufiage. C'est Paris, qui est le beau Paris, qui était le fils du roi de Troie, qui tombe amoureux de la femme du roi de Sparte, Ménélas, la belle Hélène. Il l'emmène, il l'enlève et ils vivent le parfait amour. Donc à la cour de Priam, qui est le roi de Troie, et c'est comme ça que commence donc la guerre de Troie. La guerre de Troie, alors tous les héros de notre enfance, tous les héros occidentaux sont originaires quasiment de la guerre de Troie, que ce soit Achille, que ce soit Ulysse, que ce soit Hector, Priam, Agamemnon, Ménélas, et chez les femmes Andromaque, Iphigénie, Pénélope, bref, tous les héros, toute la panoplie des héros que nous avons connus, qui ont fait notre histoire, qui ont fait la mythologie de l'Occident, ils sont également partie prenante de l'histoire de la guerre de Troie. Donc la guerre de Troie, c'est une guerre qui va durer 10 ans. C'est une guerre qui sera, elle est racontée par Homère, bien longtemps après, bien longtemps après qu'elle ait eu lieu, puisqu'on considère que si guerre de Troie il y a eu entre les Grecs et les Troyens, elle devrait avoir lieu au XIIe siècle avant Jésus-Christ, donc à moins 1150, moins 1170. Et Homère raconte ça, lui, bien plus tard. C'est entre 700 et 800, on ne connaît pas exactement les dates, mais c'est bien plus tard qu'il raconte l'histoire. En plus, Homère dans l'Iliade, ne raconte qu'une un très court passage de la guerre de Troie. C'est en fait presque à la fin de la guerre de Troie, c'est la colère d'Achille. C'est la colère d'Achille quand Achille tue Hector. C'est vraiment à la fin de la guerre de Troie. Dans le texte d'Iliade, on ne parle pas du cheval de Troie, ça s'arrête bien avant. Le cheval de Troie, il sera raconté donc plus tard, notamment par Virgile, qui en parlera dans l'Énéide, également dans d'autres textes d'Homère, mais qui intéressent moins l'histoire des chaussées Brunehaut. Donc, revenons au départ, aux amoureux, donc Paris et Hélène qui sont amoureux, qui s'en vont à Troie. La guerre est déclarée. Priam, qui est le père de Paris et qui est également le roi de Troie, donc fait appel à ses amis, fait appel aux rois qui sont voisins, notamment le roi de Phrygie, le roi de Lycie. Nous nous trouvons actuellement en Lycie, je me trouve en Lycie actuellement, Tlos est en Lycie, à côté de la Lydie, à côté de la Carie. Ce sont de très très vieilles nations. Ici vivait le peuple, un des peuples de la mer qu'on appelait les Loukas, qui est un peuple très ancien dont on connaît peu de choses, mais c'est les terres où ils vivaient, et les ruines qui sont derrière moi sont peut-être originaires de ce peuple de la mer. Donc Priam fait appel à ses voisins, et notamment à un de ses cousins qui s'appelle Bavo. Alors Bavo est le roi de Phrygie. Il est tenu par les liens du sang, c'est donc le cousin de Priam, et par les liens, j'allais dire, politiques, puisque c'est un voisin des Troyens, de prendre parti pour Priam et pour les Troyens contre l'armée des Grecs, qui est en train de se préparer, parce qu'il va y avoir également un pataquès phénoménal pour le démarrage de la campagne. Les Grecs n'arriveront pas à prendre la mer, donc bon, c'est une autre histoire. Bavo est devenu l'allié de Priam, mais Bavo c'est quelqu'un qui lit, c'est un géomancien, donc il lit l'avenir dans la terre, il tape le sable, comme on fait encore maintenant en Afrique, dans certaines régions.
donc dans le Godmangou et dans le Bizougou, dans toutes ces régions africaines où l'on est encore animisme. Hein. Donc Bavo tape le sable et les augures sont pas très favorables. Hein. Il lit clairement que les Troyens vont perdre la guerre, que ce sera dramatique, que la ville sera détruite. Et là, il va rencontrer son cousin Priam en lui disant « Écoute Priam, je crois que les augures ne sont pas très forts, tu sais que j'ai des relations privilégiées avec l'au-delà et généralement mes prédictions ne sont pas mauvaises. » Priam ne veut rien entendre, il veut malgré tout faire la guerre parce qu'il croit d'ailleurs que les Troyens seront plus forts que les Grecs et surtout qu'il est protégé par la muraille qui entoure la ville de Troie. Bavo va faire la guerre avec son peuple, avec les Phrygiens, avec les Lyciens, avec les Lydiens, avec tous les alliés, les Macédoniens également, qui sont des alliés de Priam. Donc il va faire la guerre. Et 10 ans après, donc quand la guerre sera presque finie, il est évident que les affaires vont pas très bien pour les Troyens. Bavo va recontacter les augures, va recontacter la terre en lui demandant de s'exprimer de nouveau et il va taper le sable et là il aura un autre message, il va dire de toute manière c'est trop tard, la guerre est perdue, par contre toi, et c'est Jupiter qui parle, donc Jacques de Guise nous raconte, c'est Jacques de Guise qui nous raconte cette histoire, et Jacques de Guise rapporte les propos de Jupiter, donc par l'intermédiaire de la terre, par l'intermédiaire de la géomancie, et il dit Bavo, tu vas perdre, la guerre est perdue, Priam va mourir, la ville de Troie sera détruite, je te charge de conduire ton peuple sur une terre promise, sur une terre que je te promets, sur une terre que je te donne, qui se trouve de l'autre côté des mers, tu passeras en Afrique, tu passeras en Angleterre, tu finiras par te fixer sur les bords du Rhin. D'ailleurs, Jacques de Guise explique que les bords du Rhin, c'est au bout de l'Asie, bon, pas considérer que ça soit au bout de l'Asie, il se trompe, mais il parle bien des bords du Rhin, et il dit, quand tu seras arrivé au bord du Rhin, un loup blanc te conduira jusqu'à la terre que je t'ai destinée. Bavo donc va prévenir Priam, lui explique que la guerre est terminée, que de nouveau on lui a donné des instructions pour demander soit d'arrêter la guerre, soit de sauver ce qui peut être sauvé. Priam, encore une fois, n'écoutera pas. Priam va mourir d'ailleurs assassiné dans la dernière bataille, après que les Troyens soient rentrés après que les Grecs soient rentrés dans Troie par l'intermédiaire du fameux cheval. Donc Priam va mourir, plusieurs aînés partira, mais Bavo emmènera son peuple donc, comme l'a prédit Jupiter, il l'emmènera en Afrique. Alors il parle de l'Afrique de l'Ouest, on ne voit pas bien comment, je les vois mal à Abidjan, je les vois mal ou à Lomé, donc je pense plutôt quand il parle de l'Afrique de l'Ouest, il parle de l'Afrique du Nord, du nord-est, on va dire, des pays du Maghreb. Il va s'arrêter là, passer les colonnes d'Hercule, continuer jusqu'en Angleterre, remonter en Angleterre. Là, ils ne vont pas rester longtemps en Angleterre, ils traverseront la Manche, arriveront donc à l'embouchure du Rhin, et c'est à l'embouchure du Rhin, alors qu'ils seront là, alors qu'ils sont en train d'installer des tentes, qu'un loup blanc viendra au milieu du peuple de Bavo, qui sont des Phrygiens, des Phrygiens émigrés, et qui indiquera la route à prendre. Bavo demandera à des jeunes Troyens de suivre le loup pour savoir où ils doivent s'installer. Ils suivront le loup blanc pendant plusieurs jours et le loup blanc s'arrêtera à Bavé. Donc la ville de Bavé a été indiquée par un loup blanc qui a quitté l'embouchure du Rhin, qui s'est arrêté à Bavé. D'ailleurs, on trouve encore 2 Louvigny à côté de Bavé, un Louvigny en France, un Louvigny en Belgique. Donc quand ils sont arrivés à Bavé, les jeunes Troyens, ils noteront bien... Alors le premier endroit où ils se localiseront à Bavé, c'est à Belligny. Belligny, qui est également à côté de Bavé, qui est à quelques kilomètres, le long d'une chaussée Brunehaut. D'ailleurs, il n'y a pas d'ambiguïté. À l'époque, il n'y a pas de chaussée Brunehaut, puisque l'histoire veut que ce soit les descendants de Bavo qui construisent ces chaussées Brunehaut. Mais ils se fixent d'abord à Belligny. Certains des jeunes Troyens retournent donc à l'embouchure du Rhin pour ramener le peuple, et ils ramènent Bavo et son peuple, qui s'installe à Bavé. Ils appellent la ville d'ailleurs Belgis, puisqu'entre-temps, entre le moment où ils ont quitté l'Asie mineure et la Phrygie, ils se sont appelés les Belges. Et donc c'est ce peuple des Belges qui va s'installer
dans la région qu'on connaît maintenant, le Nord-Pas-de-Calais, qui est qui est la Belgique, hein, qui est la Hollande, qui est l'Allemagne. Ils vont s'installer là. Alors ce pays appartient déjà à un peuple, hein, les Tréviriens, qui arrivent rapidement pour leur dire écoutez, nous c'est notre peuple, c'est notre terrain ici, on habite là, donc il faut que vous partiez ou il faut que vous nous payiez un tribut. Bavot va dire que les Belges ne paient de tribut à personne et va commencer une série de guerres, donc il n'arrêtera jamais quasiment. Hein, Bavot va gagner la guerre, il va expulser les Tréviriens de la zone de Bavay et pour délimiter son territoire, il va demander à ce qu'on construise 7 chaussées qui partent toutes de Bavay et qui délimiteront le territoire. Donc ces chaussées qui s'arrêtent à Reims, à Amiens, à Beauvais, à Gand, à Maastricht, à Liège, à Cologne, toutes ces chaussées Brunehaut, les 7 chaussées Brunehaut qui ont été construites par Bavot et par ses descendantes, l'ont été pour marquer un territoire, pour marquer le territoire des Belges. Parce que contrairement aux autres Troyens qui sont venus en Europe et qui ont créé, il n'y a pas que Bavot qui a quitté l'Asie mineure pour créer une nouvelle patrie, une nouvelle nation. Aîné, évidemment, le fils de Priam a quitté, c'est Virgile qui nous raconte ça, hein, donc là, au 1er siècle avant Jésus-Christ, puisque Virgile vivait quasiment en même temps que Jules César. Donc Virgile raconte dans l'Énéide comment Énée est parti de Troie et a fondé la ville de Rome. Mais Énée, et Virgile le dit bien, il n'a fondé la ville de Troie que pour ramener une dynastie. D'ailleurs Rémus et Romulus, eux, n'auront qu'un souci, c'est de prouver qu'ils descendent d'Énée, que le sang qui coule dans leurs veines, c'est le même sang qui coulait dans la veine d'Énée, et donc de Priam. Idem pour Francio, qui soi-disant crée, et qui lui est un autre fils de Priam, qui lui crée la France. Charlemagne d'ailleurs demandera à des généalogistes de lui créer une généalogie magique, hein, qui le ramène à Priam. Les Anglais, c'est la même chose. Les Anglais, c'est la même chose. Brutus, qui lui est un fils d'Hector, qui crée la Grande-Bretagne, c'est toujours le sang qui prédomine. Chez Énée, chez Brutus et chez Francio. C'est toujours le sang. On essaie d'affirmer des généalogies. Et là, on comprend que c'est la généalogie de l'entourage de Charlemagne qui a voulu montrer que la famille de Charlemagne, les Carolingiens, étaient différents des autres parce qu'eux descendaient de Priam. C'est pas le cas du tout avec Bavot. Bavot, lui, on lui a donné une terre. D'ailleurs, les successeurs de Bavot ne seront pas forcément des descendants de Bavot. On ne se cassera jamais la tête dans nos régions, dans nos pays, de savoir si on est bien du sang de un tel ou de un tel. Ce qui a été promis à Bavot, on a promis simplement un territoire. C'est une terre promise, c'est une terre qui a été promise par Jupiter, c'est une terre dont il a pris possession, puisqu'il a dû faire la guerre ensuite pour s'imposer, mais jamais on n'a parlé de sang. Jamais on n'a parlé de généalogie et de famille qui seraient divines ou préemptées ou particulières. C'est la terre, c'est-à-dire la région du Nord, la Belgique, hein, je vous dis, tout ce qui est compris entre les chaussées Brunehaut, qui a été choisi par Jupiter et qui a été donné donc à ce peuple, les Belges. Voilà. Et alors les dates à peu près d'installation, hein, c'est assez. D'abord, attention, hein, c'est pas historique, c'est légendaire, c'est mythique. Mais on va montrer dans les émissions suivantes que dans tout ce qu'a raconté Jacques de Guise, parce que c'est Jacques de Guise, hein, qui vivait au XIVe siècle, qui nous raconte cette histoire de Bavot, c'est lui qui nous raconte comment ils sont partis de Troie, comment ils se sont installés, comment ils ont organisé la cité, comment les villes se sont montées, comment il a vécu avec les étrangers, avec les gens qui arrivaient, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Hein, c'est 1500 ans d'histoire que nous raconte Jacques de Guise. Alors, Jacques de Guise, comment a-t-il eu ces informations? Lui, il dit qu'il a les informations par des textes du XIIe siècle, et il donne le nom des auteurs, Lucius de Tongres, Nicolas Ruclei, bref, plusieurs auteurs du XIIe siècle dont on ne connaît pas grand-chose. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'une part, les chaussées Brunehaut existent, que les chaussées Brunehaut existaient avant l'arrivée des Romains dans notre région, puisque Jules César, c'est lui qui va conquérir la Gaule, et la Gaule belgique, comme il l'appelle à l'époque. Jules César, quand il arrive, il trouve déjà des routes. D'ailleurs, il est étonné que ça aille si vite pour se déplacer dans la Gaule. Belgique,
Tant qu'il est à Lyon, c'est compliqué. Tant qu'il est chez nous, c'est très facile à se déplacer. Il y a des ponts. D'ailleurs, les batailles qui mènent, ce sont des batailles qui sont sur les chaussées Brunehaut, parce que c'est très facile de se déplacer à cette époque-là. Donc voilà. Donc c'est la fin de premier épisode de ces chaussées, de l'histoire des chaussées Brunehaut. Je vais découper en vidéo particulière de tout ça. On reviendra sur beaucoup de choses que j'ai dites, comment les choses se sont passées, mais on se passionnera pour évidemment toute l'histoire des chaussées Brunehaut, puisque l'histoire est extraordinaire. On va relier ça à Stonehenge, on va relier ça au mégalithisme, puisque vous savez que les chaussées Brunehaut, on sait qu'elles ont été construites par les hommes du néolithique, simplement parce qu'elles sont bordées par des menhirs. Alors maintenant, il n'y en a plus beaucoup maintenant parce qu'on les a détruits, ces menhirs, au fil de l'histoire. L'église a été les premières à les détruire parce que c'était des monuments qui étaient plus ou moins d'origine païenne, enfin pas plus ou moins, ils étaient carrément d'origine païenne. Donc l'église au début l'a détruit, mais surtout ce sont les paysans qui ont détruit ces menhirs, ces dolmens et ces cromlechs pour récupérer la pierre et pour empirer les routes sur lesquelles ils avaient besoin de se déplacer. Donc il y en a très peu encore maintenant, il reste 18 qu'on a identifié. Par contre, il y a énormément de lieux-dits et on a énormément d'histoires qui nous parlent de ces menhirs et de ces dolmens qui étaient le long des chaussées Brunehaut. Donc c'est pas possible que les chaussées Brunehaut aient été construites après la mise en terre des dolmens, après l'érection des dolmens, puisqu'il serait impossible évidemment que les hommes de la préhistoire, les hommes du néolithique, aient prévu que des années après on mette des routes entre les deux. Donc les menhirs et les routes ont été érigées, construites en même temps. C'est pour ça qu'on va pouvoir montrer que ça a une relation évidente avec Stonehenge en Angleterre et tout le mégalithisme. Donc ça, ce sera la première partie de ces vidéos. Et ensuite, on rentrera dans l'histoire parce que ces chaussées Brunehaut ont servi. Elles ont servi aux croisades, elles ont servi à Clovis, elles ont servi à l'armée romaine, j'en parlais. Elles servent encore maintenant d'ailleurs pour le développement, mais surtout elles ont servi au développement de nos régions. Ce qui a fait qu'au Moyen-Âge, la Flandre, le Hainaut, l'Artois, le Brabant, toutes les régions qui sont maintenant incluses soit dans la France, soit dans la Belgique, étaient la région la plus riche du monde. Ces comtés étaient les comtés de Flandre et le comté de Hainaut étaient les deux comtés les plus riches du monde au Moyen-Âge. Et tout ça, c'est à cause des chaussées Brunehaut. Donc, le prochain épisode sur la même chaîne, Recherche et Partage. J'espère que vous avez aimé la première. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.